Maintenant, on passera à l'exercice 3. Alors, voici l'exercice 3. Vous avez une architecture réseau. Donc, dans cette architecture réseau, vous avez différents, je dirais, postes de travail qui sont utilisés. Donc, regardez ici, le niveau externe, c'est le niveau Internet. À partir de cette frontière, donc ce qu'on trouve ici à l'intérieur, vous avez la zone démilitarisée, DMZ. Donc là, c'est la zone DMZ, bien entendu, qui est protégée par un firewall vis-à-vis de l'extérieur. Et ce firewall lui-même qui est relié à un réseau. Donc ce réseau est composé de postes de travail qui sont là. Et vous avez un autre firewall qui se trouve ici, firewall 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la salle des serveurs. Ça veut dire que les postes de travail sont là. La salle des serveurs, elle est protégée par un firewall. Donc vous avez le contrôleur de domaine qui existe, tel que vous le connaissez dans Windows. Vous avez un serveur de fichiers, comme vous avez un serveur HGBD qui se trouve à ce niveau. Dans la zone DMZ, ce que vous avez un serveur web public, vous avez le proxy HTTP, vous avez le serveur DNS, et vous avez l'administration et trace des firewalls, donc ce qui permettra d'administrer les firewalls 1 et 2 pour savoir tout le trafic qui transite par ces différents firewalls. Donc ça, c'est le côté, je dirais, architecture qui est proposé. Alors, ce qui est demandé par la suite, voici le texte. Donc, vous avez, compte tenu du mode de fonctionnement suggéré par le schéma, présenté les différentes zones de sécurité associées à l'architecture de protection réseau et de leur niveau de sécurité respectif. Donc ça, c'est la première question qui est posée. Ça veut dire quoi? Vous avez une architecture sous les yeux, donc vous devez analyser un peu cette architecture pour savoir. Donc, présenter les différentes zones de sécurité, ça veut dire comment on a organisé ça en termes de sécurité, et quel est au niveau de chaque niveau de sécurité, quels sont, on va dire, les éléments qui sont protégés, et ce que vous pouvez dire de leur niveau, je dirais, respectif de protection, est-ce qu'il y a un élément qui est plus protégé que l'autre, etc. Donc ça reflète un peu, je dirais, votre analyse de ce schéma qui est, je dirais, proposé. Donc, ça vous permettra de faire une analyse de ce schéma-là pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme élément et quelle est la sécurité qui est appliquée au niveau de chaque zone par rapport à ce système. Alors, si vous avez vu l'exercice, j'écoute vos propositions, parce que normalement, je vous ai envoyé le texte pour pouvoir le regarder avant qu'on y arrive ici, et ce qui nous permettra d'avancer d'une manière régulière. Alors, la réponse à la première question, c'est quoi, d'après vous? Alors, je vous écoute. Bien, vous n'avez même pas vu le texte, vous n'avez même pas réfléchi à la question. Vas-y, Hamad, je t'écoute. Une des zones est la zone DMZ admin, qui est une zone administrative.
Elle contient un serveur admin de firewall et un serveur de traces en même temps qui stocke les traces des équipes et un serveur DNS du réseau. Il y a une autre zone qui est la zone DMZ qui contient un serveur web public accessible. Non, c'est la même zone DMZ. Hein. Ah, c'est la même. Oh, D'accord. il y a Donc, une seule zone DMZ, il n'y a pas deux zones DMZ. d'accord. Et il y a aussi un autre serveur du coup web public accessible par l'externe et un serveur proxy HTTP pour les accès internes vers Internet. OK. Et il y a une zone de salle de serveur pour les serveurs qui est placée dans une zone. Ils sont isolés des postes de travail Ouais. Pourquoi? parce qu'ils doivent être sécurisés. Oui. Et comment se fait la sécurité? Et on les a placés dans une zone avec deux firewalls, un firewall 1 et le firewall Ouais, 2. on les a mises, ça veut dire qu'elles sont protégées de l'extérieur Oui. avec le firewall 1. Et même au niveau interne, elles sont protégées par le firewall 2. C'est-à-dire que quand vous regardez le schéma, les postes de travail ne peuvent pas accéder directement au serveur. Donc, s'ils veulent accéder, il faudrait qu'ils passent par le firewall. Donc, il suffit de mettre les règles de sécurité pour dire à un moment donné, aucun poste ne peut, par exemple, accéder pour autre que des requêtes qui sont connues. Donc, si tu prends un serveur DNS, tu peux toujours avoir référence à ce serveur pour résoudre les noms DNS, mais en dehors de ça, tu ne peux pas faire grand-chose. Et donc là, ce qui montre un peu la sécurité liée au serveur, c'est-à-dire qu'on a des amis dans une seconde zone de sécurité, ça veut dire qu'ils sont doublement protégés vis-à-vis de l'extérieur. Donc s'il y a une requête qui vient de l'extérieur, elle doit passer par le firewall 1. Si elle arrive à passer par le firewall 1, il faudrait qu'elle passe aussi par le firewall 2 pour pouvoir atteindre ces serveurs. Donc, ce qui veut dire que ces serveurs-là sont mis dans un niveau de sécurité élevé. Donc, ce qui est tout à fait normal parce que ces éléments-là sont, je dirais, liés intimement à la gestion des différents services et des différents postes de travail. Et donc, du coup, on a besoin de les protéger. Donc, ça, c'est grossièrement. Donc, dans cette partie-là, donc, il y a, selon le schéma, la zone, je dirais, démilitarisée. Elle a été, à vrai dire, scindée en deux parties, ce qui explique un peu la vision des choses. Donc, il y a une partie qui est beaucoup plus liée à l'administration. Donc là, c'est cette zone-là qui va comprendre dans la gestion des traces et les DNS. Et donc, ce qui nous permettra effectivement d'avoir un premier palier je dirais, de sécurité et de regard sur ce qui se passe au niveau de notre réseau. Et par la suite, l'autre zone qui est beaucoup plus d'accès public, tel que le serveur web. Donc, vous avez automatiquement le serveur web qui doit être, je dirais, exposé à l'extérieur pour échanger les informations. Et vous avez aussi à côté du serveur web, vous avez le proxy HTTP. Alors, à quoi il sert le proxy HTTP? Je suppose que vous avez fait ce genre de choses dans le module réseau. Quel est l'intérêt d'un serveur proxy HTTP? Ça, c'est une information qui est liée à votre module réseau. Non? Bouzid.
Oui. Il s'agit à filtrer les sites web. On peut interdire les gens qui travaillent en entreprise d'accéder à un certain site web. Pas uniquement ça. Il sert aussi à autre chose. Il fait le cache. C'est ça. Donc, il participe à, je dirais, à réduire les délais et d'éviter le chargement d'une page qui a été récemment chargée. Donc, si un utilisateur il demande une page, donc il va la télécharger et la mettre dans le cache. Si quelqu'un d'autre va demander la même page juste après, automatiquement, si le délai est assez court, automatiquement, il ne va pas chercher cette page, il va la garder puisqu'elle existe au niveau du cache. Donc, il va la délivrer au niveau à partir du cache, donc ce qui permet de gagner en efficacité. Et il a aussi un autre rôle aussi. Un troisième rôle. Alors, en général, le HTTP proxy, son rôle aussi, c'est pour les adresses, je dirais, réseau. Vous avez des adresses qui sont pas publiques, mais qui sont privées par rapport à un réseau local. Et donc, le proxy HTTP, lui, une de ses missions aussi, c'est de cacher ces adresses qui sont privées. Et donc, lui, à chaque fois qu'il reçoit une requête, cette requête, il va faire une translation d'adresse pour l'envoyer lui-même, parce que lui, il a une adresse publique, et donc il peut communiquer directement avec le public. Et quand il reçoit la réponse, automatiquement, il va faire la translation d'adresse pour remettre la réponse au poste de travail qui a demandé cette requête. Et donc, ça, c'est une utilité de ce proxy HTTP qui consiste à cacher, on va dire, les adresses internes du réseau. Et donc, là, ce qui est visible de l'extérieur, c'est uniquement son adresse qui est publique. Donc, ça, c'est pour cette architecture. Et bien entendu, de l'autre côté, vous avez la salle des serveurs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont placées dans une zone de sécurité spécifique. Pourquoi? Parce que ça permettra de protéger mieux encore ces serveurs. Et vous voyez, d'après le schéma, ils sont isolés même des postes de travail internes. Donc, même s'il y a des tentatives internes, elles ne peuvent pas passer parce qu'elles sont protégées par le serveur. Et vis-à-vis de l'extérieur, elles sont protégées par deux niveaux, je dirais, de sécurité, qui est le firewall 1 et le firewall 2. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, alors là voici. Commenter les rôles respectifs des serveurs DNS situés en DMZ, d'administration et du contrôleur du domaine AD vis-à-vis du service DNS offert globalement par le système d'information aux utilisateurs internes et externes. Donc ça, c'est, je dirais, une question qui est beaucoup plus liée à votre module de réseau pour connaître l'utilité de ces serveurs et leur usage respectif. Donc là, c'est donc le serveur DNS, c'est le serveur qui se trouve, c'est-à-dire visible de l'Internet, et qui lui permet de gérer la zone DNS de l'entreprise, et donc il fait le lien pour convertir les différents noms. Et ce qui donnera, je dirais, le nommage qui est associé aux machines qui se trouvent à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Et vous avez aussi les serveurs d'administration du domaine, donc qui sera beaucoup plus lié aux machines et aux postes de travail qui existent, puisque selon Windows, vous avez l'Active Directory, et donc le serveur qui permet de gérer le domaine avec tous les liens par rapport aux machines, que ce soit au niveau du nom
DNS ou bien de l'adresse IP associée aux différentes machines de l'entreprise. Alors ensuite, on a l'Exo 3. Donc, ce qu'on a, à vrai dire, vous avez deux aspects donc, au niveau de la protection. Et donc là, à travers cette architecture, ce qu'on a, on a essayé de viser les deux aspects. Ça veut dire que, rappelez-vous, quand on a parlé d'attaques, on avait dit que les attaques peuvent être externes comme elles peuvent être internes. Et donc ici, avec cette stratégie, on a essayé de matérialiser cette stratégie, donc qui consiste à placer un firewall externe, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Internet, donc qui nous permet de protéger vis-à-vis des attaques qui peuvent avoir lieu de l'extérieur. Et on a placé aussi un deuxième firewall, donc ce deuxième firewall qui concerne principalement des organes importants au niveau de l'entreprise, qui sont les serveurs qui se trouvent à l'intérieur. Et donc on va les protéger grâce à l'utilisation du deuxième firewall. Et donc là, ça veut dire que on a utilisé un principe, je dirais, de sécurité qui consiste à protéger aussi bien des attaques qui peuvent être externes que des attaques qui peuvent se trouver au niveau interne. Donc ça, c'est dans la continuité. Donc ça, c'est pour expliquer un peu le lien entre cette partie de DMZ qui se trouve au niveau externe vis-à-vis de l'extérieur. Et vous avez une autre partie qui se trouve qui est beaucoup plus liée à, je dirais, à l'entreprise. Donc, ça permettra d'avoir une collaboration entre, je dirais, grâce à la gestion des traces des différents firewalls, ça nous permettra de faire la traçabilité de tous les paquets et de voir éventuellement s'il y a, je dirais, des risques d'attaque qui peuvent passer par le firewall 1 pour atteindre les zones qui se trouvent derrière le firewall 2. Et ça nous permettra effectivement d'avoir une idée globale de tests et de vérification de paquets. Donc ici, grâce aux deux éléments, donc à travers l'administration des traces des paquets, on peut développer justement la stratégie qu'on a vue dans le cours, qui est la stratégie d'IDS. Parce que la stratégie d'IDS, c'est quoi? C'est la stratégie qui permet d'analyser un ensemble de paquets pour voir que cet ensemble de paquets peut constituer une attaque au niveau du réseau. Et donc, à travers cette étude-là, ça veut dire que les deux, comme on dit que les deux firewalls sont de technologies identiques, ça veut dire que vous pouvez avoir les différents paquets qui sont recueillis, ainsi que le format de ces paquets-là que vous pouvez retrouver. Vous pouvez constituer une suite de paquets qui permet de montrer est-ce qu'il y a des attaques ou pas, donc en tenant compte des différentes signatures d'attaques qui peuvent exister. Alors ça nous permettra de passer vers... donc ça, c'est juste pour les équipements. Donc je passe à l'exercice dernier, donc avec le reste de temps qui nous reste pour achever ça. Donc vous avez un firewall qui est placé entre un réseau local LAN et Internet, comme le montre la figure. Donc ici, ce que vous avez le firewall et vous avez votre pare-feu, donc qui sont décrites le LAN
à l'intérieur du pare-feu ont des adresses IP. Ça, c'est l'ensemble des machines. Les adresses sont sous cette forme-là. Alors, le filtrage qui se fait sur le firewall, donc comme vous voyez, le firewall, il a deux interfaces. C'est ce qu'on a montré dans le cours. Donc, une interface externe et une interface interne. Alors, ici, on vous donne la table de filtrage qui est liée au port I1, donc le I1 qui veut dire le input. Donc, vous avez la source, c'est-à-dire l'ensemble des machines, est là sur n'importe quelle destination. Donc, le flux est accepté. Par contre, là, ce qu'on a, mis à part ces adresses-là, le reste n'est pas accepté, donc on le bloque. Concernant le filtrage sur le port input 2, donc ce que vous avez ce réseau-là, c'est-à-dire l'ensemble des machines qui se trouvent sur ce réseau, au port, avec le port 80, et la destination ici, c'est quoi? C'est l'ensemble des machines. Donc, ça va destiner l'ensemble des machines, donc ce qui vous fait comprendre que cette partie-là, à droite, c'est la partie externe. Cette partie ici, c'est la partie interne, c'est-à-dire le réseau LAN se trouve ici, dans cette partie à gauche du firewall. À droite du firewall, c'est l'extérieur. Donc ici, vous avez des machines qui sont ciblées et qui veulent échanger sur le port 80 l'ensemble je dirais, des machines du LAN, automatiquement, elles sont bloquées. Par contre, ici, ça c'est pour l'adresse source, quelle que soit l'adresse source sur le port 80, et qui va être destination des machines réseau, elles vont être acceptées. Et on aura aussi, quelle que soit l'adresse source et le port, et s'il est en destination de cette machine spécifique, regardez, c'est une machine qui fait partie de ce réseau-là, donc c'est l'adresse 3, sur le port 25, elle est acceptée. Le reste, ben, il est interdit, c'est-à-dire la règle implicite de blocage. Alors, vous avez votre description, ce qu'on veut. On veut remplir cette table. Donc cette table, ça veut dire pour la remplir, vous devez vous utiliser, je dirais, la table de filtrage I2, telle qu'il a été décrite tout à l'heure. Donc c'est tous les paquets qui arrivent au port I2. Donc le port I2, c'est la table I2. Et on veut, sur ce flux-là, ça veut dire appliquer les règles qui ont été dictées par la table I2. Et à chaque fois aussi, au niveau de la réponse, vous devez me dire quelle est la règle qui est utilisée pour ce type de paquet. Donc ici, à chaque fois, vous regardez, vous avez un type de paquet qui est énoncé. Ce type de paquet, ben, quelle est la règle qui va lui être appliquée? Ça veut dire que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle du matching ou bien de l'appariement. Ça veut dire ce paquet-là, il correspond à quelle règle? Et donc là, la réponse ici, vous allez me dire quelle est la règle qui est appliquée à ce paquet, quelle est la règle qui est appliquée à ce paquet, et ainsi de suite. Donc, essayez de voir ça, de noter ça sur du papier, et vous allez voir pour la première règle, pour le premier flux de paquets, quelle est la règle que je vais lui appliquer. Donc, ça veut dire que vous analysez ce paquet, et vous allez voir à quel flux correspond ce paquet. Alors, Souhaib. Il y avait Hamada chez Souhaib, donc on donnera la parole à Souhaib. Ouais.
on utilise la règle 4 pour le premier flux, car on a l'adresse de source 158.214.5.12 et le port de source 2400, ce qui correspond à la règle 3 ou 4. Puis on a l'adresse destination 240.155.16.3 et le port 23. Ce port 23 correspond à la règle 4. Ok, d'accord. Donc c'était ça la réponse. Ça veut dire quoi? Vous analysez ce flux, vous regardez par rapport aux règles, quelle est la règle qui correspond à ce flux-là. Et donc automatiquement, vous aurez la réponse. Et donc, si on veut avoir les réponses, les voici. Donc pour le premier flux, c'est la règle 4. Pour le deuxième flux, c'est la règle 2. Pour le troisième, c'est la règle 4. Et pour le quatrième, c'est la règle 3. Et donc là, c'est ce qui vous permet effectivement de répondre à la question. Ça veut dire que vous avez analysé le flux, vous avez vu par rapport à la table de règles, et donc ça vous permettra de cibler exactement lequel qui correspond à chaque flux, quelle est la règle qui lui correspond. Ensuite, il y a une question juste de réflexion. Y a-t-il un avantage à configurer la table de filtrage sur le port I1, comme ci-dessus? Justifiez votre réponse. C'est-à-dire que là, on a vu l'usage beaucoup plus de I2. Donc, on a aussi configuré I1. Est-ce que... oui, il n'y a pas de son. Oui, le son, chez moi, il est bon. Je ne sais pas. C'est un problème qui est sur le réseau, peut-être. Donc, on vous dit, pour la question suivante, c'est beaucoup plus une question de réflexion pour dire, y a-t-il un avantage à configurer la table de filtrage sur le port I1, comme ci-dessus? Justifiez votre réponse. Donc, ça veut dire que là, c'est beaucoup plus une question de réflexion. Et donc, ici, la réflexion, c'est un peu profonde. C'est quand on analyse ce filtrage, ça permet d'empêcher toute machine à l'intérieur du LAN d'usurper son adresse à la sortie. Et donc, ça évite par conséquent d'avoir des attaques DOS lancées dans nos LAN contre des machines en dehors du LAN. Et donc là, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce système-là, on ne permet pas qu'il y ait une usurpation des adresses IP pour pouvoir lancer, parce que ça c'est ce qui se passe comme attaque. Des fois, vous avez une machine qui va utiliser l'adresse IP d'une autre machine et ensuite, à partir de là, elle va attaquer de l'extérieur. Et donc, ce qui ne permettra pas par la suite d'identifier le vrai attaquant à partir de ce système. Donc, sur ce, on termine la série et, bien entendu, on termine le programme. Alors, je vous dis ça et à la prochaine.